Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Siena Investment Managers, Malakoff Humanis consacré aux perspectives de votre épargne en 2024. On va vous parler du contexte macroéconomique de ce début d'année, ce que l'on peut en attendre aussi pour la suite. Au programme aussi les convictions 2024 de Siena IM, comment ça se traduit dans les portefeuilles de ces fonds. Tout cela avec nos invités qui vont rythmer ce webinaire. Olivier de la Santina, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des marchés épargne et sur-mesure prévoyance santé du groupe Malakoff Humanis. Et bonjour Xavier Collot. Bonjour Vincent. Directeur général de l'expertise gestion cotée de Siena IM. Tous les deux, vous allez nous donner en introduction votre feuille de route pour 2024. Nous serons aussi avec David Taïeb. Bonjour David. Bonjour Vincent. Directeur des investissements de l'expertise en gestion cotée de Siena IM. Alors vous, votre partie, ce sera justement la macroéconomie, l'état des marchés, retour 2023, perspective 2024, qu'attendent de la croissance des banques centrales, des différentes classes d'actifs. Et puis Olivier, Xavier, vous reviendrez pour une troisième partie pour évoquer les enjeux communs, vos enjeux communs en 2024, dans le cadre notamment de la loi Industrie verte dont on va parler aussi aujourd'hui. Voilà pour le programme de ce webinaire Siena Investment Managers, Malakoff Humanis. C'est parti. L'entrée en matière de ce webinaire, c'est donc avec vous deux, Olivier de la Santina et Xavier Collot. Xavier, on commence avec vous avec cette première question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les termes du partenariat Siena IM Malakoff Humanis? Vincent, donc Siena IM, peut-être juste rappeler à nos auditeurs, nous sommes une plateforme pan-européenne de gestion d'actifs, nous gérons 34 milliards d'euros d'actifs et nous nous inscrivons dans un partenariat de long terme et stratégique avec le groupe Malakoff Humanis. Pour apporter des solutions d'épargne, bien entendu, vous avez pu entendre parler des ambitions du groupe Malakoff Humanis autour de l'épargne, et Olivier va les rappeler. Et donc, nous apportons des solutions sur mesure pour répondre à ces ambitions, bien entendu, avec un ADN commun et partagé autour de l'impact, de l'engagement et de la dimension sociale et sociétale. Donc, un partenariat de long terme et qui s'inscrit dans des évolutions réglementaires aussi, sur lesquelles il y a beaucoup d'opportunités. On en reparlera un peu tout à l'heure, c'est l'ANI, c'est la loi Industrie verte, bien entendu. Et c'est ce qui fait la richesse de ce partenariat, puisque nous sommes dans une approche de co-construction dans l'ensemble des offres. Comme c'est bien dit. Et vous, Olivier, Malakoff Humanis, donc, que représente ce partenariat avec Siena IM? Alors vous le savez Vincent, le groupe Malakoff Humanis, c'est un groupe de protection sociale, un grand groupe de protection sociale qui investit sur les marchés financiers de deux façons différentes. D'abord pour son bilan qui représente 30 milliards aujourd'hui, le groupe investit en architecture ouverte avec un grand nombre de fournisseurs en fonction des classes d'actifs qu'il souhaite investir et des objectifs qu'il se fixe et de la notion de risque. Donc sur ce volet-là, il y a une grande variété de partenaires avec lesquels le groupe travaille. Et puis l'autre volet qui est aussi très important et qui est au cœur de notre ambition sur la partie épargne, là le groupe a une approche qui est complètement différente. L'idée c'était de se trouver avec un partenaire des liens forts pour développer des produits pour nos clients, puisque les clients dans ce domaine, ils expriment des besoins. Et l'idée pour nous, c'est d'avoir un moyen et un partenariat qui nous permettent de développer des solutions adaptées. Et puis pourquoi d'ailleurs Siena est le partenaire parfait pour nous pour développer ces offres, puisque dès le départ, on s'est mis autour de valeurs communes et on a pu développer le volet éthique et les valeurs que l'on souhaite porter ensemble en pleine cohérence. Très bien. Xavier Collot, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les performances de vos fonds? Est-ce que 2023 aura été une bonne année en termes de performance? Alors, avant de venir sur la performance, toujours bien de rappeler l'environnement économique 2023, qui est quand même d'une certaine complexité, et on peut la partager. Certes, les marchés financiers ont été performants sur l'année entière, mais dans un contexte géopolitique et de hausse de taux qui a été un grand chahut pour l'ensemble des gestions. Pour autant, ça ne masque pas d'excellentes performances pour l'ensemble des gestions que nous opérons pour le groupe Malakoff Humanis dans le volet épargne, puisque nous avons sur l'ensemble des stratégies, qu'elles soient des stratégies de taux diversifiées et actions, des très bonnes performances. Et d'ailleurs, je peux vous dire que 2022-2023, nous avons plus de 70% de nos fonds dans le premier quartile de gestion, donc c'est un élément important. Et puis, ça fait partie du lien de confiance que nous entretenons, Olivier et le groupe Malakoff, pour offrir le meilleur à leurs clients. Alors, Olivier, quelles sont les attentes justement de vos clients en matière d'épargne? Quelles solutions vous demandent-ils?
Alors nos clients, d'abord, ils ont un besoin très simple, hein, qui est que nous répondions en matière de gestion administrative et d'accès à des espaces digitaux comme nos confrères et au bon niveau. Ça, c'est sur la partie administrative. Et puis après, évidemment, ils expriment des attentes sur la partie financière. Et ces attentes, elles sont de 3 ordres. D'abord, ils veulent évidemment des produits performants. Ça, c'est sur le plan financier, c'est une évidence pour tout le monde. Mais enfin, c'est le premier critère qu'ils regardent. Ensuite, ils nous demandent maintenant, et ça c'est plus nouveau, et c'est aussi lié à un mouvement de fond, je crois, dans l'industrie, ils nous demandent d'en avoir pour leur argent. Ils ont un regard particulièrement acéré et de plus en plus présent sur les frais. Et donc, dans ce cadre, on a travaillé avec Sienna de façon à reparcourir l'ensemble de nos offres et mettre tout ça à des normes qui nous paraissent acceptables. Et puis, leur troisième attente très forte qu'ils expriment régulièrement, et là, on en a déjà parlé, hein, c'est d'avoir des offres et des produits éthiques et qui correspondent à leurs valeurs, puisque les épargnants, aujourd'hui, ils ont des attentes, ils ne veulent pas placer leur argent sur n'importe quel support, ils ont l'espoir et l'attente que ces produits répondent à des enjeux sociétaux et environnementaux importants. Et alors, chez Sienna IM, Xavier Collot, comment est-ce que vous répondez à ces attentes? Avec quels produits? Alors, je vais répondre au mieux, bien entendu. Alors, donc, comment ça fonctionne? Bien entendu, Sienna IM est une structure très agile. Nous sommes 300 collaborateurs sur l'ensemble du groupe et donc nous savons associer des expertises du côté vers le non-côté. Donc, ça nous apporte une certaine agilité qui permet de construire des offres sur mesure, d'être sélectif également. On ne cherche pas à tout gérer sur toutes les stratégies mondiales. Au contraire, on essaie de se concentrer et de savoir bien faire ce qu'on doit faire et d'apporter les meilleures stratégies, concentrées plutôt plutôt concentré Europe-Euro avec une diversification monde, bien entendu, et en ayant en permanence le souci du moyen et du long terme. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de faire un coup une année donnée, mais bien de s'inscrire dans un temps long, puisque l'épargne est quelque chose de long par définition, et donc l'idée, c'est de pouvoir répondre aux exigences de Malakoff Humanis en termes de cahier des charges, mais également d'apporter de la satisfaction des clients dans le temps, ce qui est quand même le point majeur de notre point commun, Olivier et moi. Et vous nous en direz un petit peu plus dans le courant de ce webinaire sur votre offre, justement. Merci à tous les deux, Xavier Collot, Olivier de Santina. On vous retrouve tout à l'heure. Hein. Vous nous parlerez l'un et l'autre de votre actualité de l'année. Mais tout de suite, on fait le point sur le contexte macroéconomique et de marché. Croissance, taux d'intérêt, performance des fonds de Sienna IM. Comment s'est passée l'année 2023? On voit ça tout de suite avec vous, David Taïeb. Avant de se projeter sur 2024, un petit coup d'œil dans le rétroviseur sur ce qui a marqué ces derniers mois. Tout d'abord, sur le plan économique, hein, on a beaucoup parlé de récession. Enfin, il y a un an, on parlait de récession. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas eu de récession. Hein. Il n'y a pas eu de récession, oui. Finalement, le scénario du pire n'a pas eu lieu, j'allais dire. Souvenez-vous, hein, fin 2022, beaucoup d'économistes, de stratégistes prévoyaient le basculement de l'économie mondiale en récession. Et ce scénario du pire n'a pas eu lieu. Alors, on sait pourquoi. Hein, principalement, la croissance mondiale, elle va finir autour de 3%. On n'a pas encore les chiffres définitifs, mais sûrement autour de 3%. Principalement tiré par les États-Unis. Moteur de la croissance mondiale. Les États-Unis, on sait pourquoi, les plans de relance successifs, dans un premier temps post-Covid par l'administration Trump, puis par les administrations Biden, ont injecté jusqu'à 6% de la richesse nationale dans la relance de l'économie. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est quasiment le double de ce qu'il a fallu pour sauver le système bancaire américain au moment de la faillite de Lehman Brothers. Donc c'est gigantesque. Si vous associez ça à une bonne maîtrise des coûts de l'énergie, je rappelle que les États-Unis sont le premier producteur mondial grâce au pétrole de schiste, vous obtenez du côté des entreprises une parfaite compétitivité des produits américains. À cela s'ajoute évidemment sur le plan de la consommation intérieure des consommateurs américains qui sont encore très actifs, tout à fait. Je rappelle que le taux de chômage est extrêmement faible. Et le marché de l'emploi tourne à plein régime. Et le marché de l'emploi tourne en plein régime. Donc vous avez comme ça une économie américaine qui a l'idée, entre guillemets, l'économie mondiale et qui a tiré l'ensemble des pays développés à la hausse. Donc on a été loin d'une récession aux États-Unis. Tout à fait. En Europe, en Europe, ça a été aussi plus compliqué. Voilà, tout à fait.
En Europe, le marché était plus compliqué, l'activité plus compliquée. On devrait flirter avec le 0 plus. Tout juste, encore une fois, on n'a pas les chiffres définitifs. L'Europe a été entraînée, fragilisée notamment par l'Allemagne, principalement, son industrie. Le modèle allemand a été mis à mal, je dirais. Alors, à cause de la guerre en Ukraine qui a réenchéri les coûts de l'énergie, évidemment. Et puis aussi parce que l'Allemagne a eu du mal à exporter, notamment dans les pays émergents et notamment en Chine. Et parlons justement sur la Chine. C'est une énorme déception pour 2023. Je rappelle que l'indice phare des valeurs chinoises a baissé en 2023 de près de 15%. Et que depuis le début de l'année, il continue d'être dans le négatif. Ça continue. Alors, si on regarde l'économie chinoise sur ces deux jambes, la partie exportation et la partie consommation intérieure, on a sur les exportations des difficultés parce que le commerce international ralentit, d'une part, parce que la Chine doit faire face aussi à l'émergence de la concurrence d'un certain nombre de nouveaux pays également émergents. Je pense au Vietnam, par exemple, à l'Inde ou même au Brésil, dont les prix sont de plus en plus compétitifs. Et puis, dernier phénomène pour la Chine et ses exportations, un phénomène à mon avis plus structurel, c'est la démondialisation ou la relocalisation un petit peu des industries sur l'enjeu du climat, sur l'enjeu du carbone, mais qui pénalise évidemment la Chine. Sur la deuxième jambe de la Chine, la consommation intérieure, là aussi, la Chine est fragilisée parce que liée au surendettement de son secteur immobilier. Et quand vous savez que l'épargne d'un consommateur chinois est construit de 90% d'immobilier, c'est énorme. Vous comprenez très vite que si l'immobilier ne va pas bien, le consommateur chinois a du mal à se projeter et donc a du mal à consommer. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle morosité, je dirais, sur l'économie chinoise. Autre fait marquant en 2023, ce sont les difficultés de certaines banques régionales américaines. Ça a créé des turbulences. Oui, effectivement, on l'a très vite oublié, mais 2023 est une année assez atypique. On a eu d'un côté des faillites bancaires. Alors, l'épisode le plus emblématique, c'est celui du début d'année, février-mars 2023. Beaucoup de banques régionales mettent la clé sous la porte. La Silicon Valley Bank. SVB, Silicon Valley Bank, exactement. Et donc, met la clé sous la porte, fait faillite. On a eu un deuxième épisode au milieu de l'été qui est la faillite de Crédit Suisse. Voilà, souvenez-vous, plus proche de nous. Racheté par son meilleur ennemi, UBS. Mais donc, ces événements-là ont apporté énormément de stress au marché, énormément de volatilité au marché, et donc ont engendré comme ça des perturbations au courant de l'année. Et à l'opposé de ça, on a des tas d'entreprises dans différents secteurs plus traditionnels, les industries, la technologie par exemple, qui ont annoncé de très bons résultats tout au long de l'année. Alors certes, un peu moins bons à la fin qu'au début, mais globalement avec des niveaux de marge tout à fait satisfaisants et des résultats qui ont été au rendez-vous. Donc on a comme ça une année 2023 un petit peu atypique, je dirais. Contrasté, Pendant ce temps, les banques centrales ont continué de relever leurs taux pour combattre l'inflation. Exactement, ça a été aussi une année… d'une certaine façon. Voilà. Ça commence à marcher, effectivement. Ça a été une année banque centrale, vous avez raison de le rappeler, Vincent. Alors, en lien avec la lutte évidemment contre l'inflation. Voilà. Les banques centrales ont durci les conditions financières de deux manières. La première, en augmentant les taux d'intérêt directeurs. Je rappelle qu'on est passé de 0 en Europe à 4%, et puis qu'on est passé de quasi 0 à plus de 5% aux États-Unis et en Angleterre. La deuxième, on y est toujours d'ailleurs. Enfin, on y est toujours. On en parlera en 2024. Et la deuxième facteur, c'est la réduction des liquidités. À la suite du Covid, les banques centrales avaient longuement emmené et abreuvé le marché de liquidités. Et donc la conjugaison de l'effet des taux directeurs, augmentation des taux directeurs, plus la réduction des bilans des banques centrales, a pour objectif finalement d'impacter l'activité, de réduire l'activité en espérant réduire les prix, les impacts sur les prix et sur l'inflation. À ce titre, d'ailleurs, je rajouterais que c'est vrai, les banques centrales commencent à gagner cette bataille. On est parti en 2023 avec une inflation autour de
7, 8, 9%. Et puis on finit l'année 2023 autour de 3%. Donc je dirais que la guerre n'est pas terminée, la guerre continue, hein, ça a été rappelé par les banquiers centraux, mais l'ennemi est affaibli. A été fait, absolument. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va voir quel a été l'impact justement de cet environnement sur vos fonds. Qu'est-ce que ça donne en termes de performance pour les fonds Siena? Alors 2023 a été un bon millésime, Bon cru. un bon cru, après un bon cru 2022, 2023 l'est aussi, je crois que Xavier l'a rappelé tout à l'heure. On a pu positionner un peu plus de 2/3 de nos fonds dans le premier ou le deuxième quartile des grandes plateformes de suivi des fonds du type Morningstar ou Cantalis. Donc c'est un très très bon millésime. Alors comment on a fait ça, vous allez me dire? Oui, comment avez-vous fait? Eh bien, je pense qu'on s'est très vite en fait extrait du scénario du pire qu'avaient prévu les économistes. Vous avez été optimiste. Pour être un peu plus optimiste. Ça a été payant. Et ça a été payant. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, on a plutôt été acheteur de marché, acheteur de risque, acheteur des actions quand le marché voulait en vendre. Et à l'inverse, on a plutôt été en train de vendre ces actifs-là, ces actifs risqués, quand le marché voulait les acheter. Et donc c'est cette stratégie un peu contrariante finalement qui a permis d'apporter de la valeur ajoutée à tous les fonds et qui nous a permis de gagner entre guillemets des parts de marché vis-à-vis de nos concurrents et de positionner nos produits soit dans le premier quartile, soit dans le deuxième quartile. Bon, on a fait le tour de 2023. On a fait le tour de 2023. À suivre, votre vision de 2024. À tout de suite. Qu'attendre de la croissance des banques centrales, des différentes classes d'actifs en 2024? On poursuit donc avec vous, David Taïeb. Alors tout d'abord, quelles vont être les grandes tendances à l'œuvre en 2024 et au-delà d'ailleurs? Alors, on identifie trois principales grandes tendances pour 2024, mais c'est vrai. Les fameuses méga tendances? Les méga tendances, d'accord. voilà, tout à fait. Ouais. La première, c'est la gestion des transitions pour nous, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient écologiques ou sociales, sociétales. Ce phénomène a commencé il y a quelques années, il devrait se poursuivre en 2024, mais aussi au-delà de 2024, très clairement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est tout ce qui a trait au numérique, la gestion et la transition du numérique, un élément important, notamment avec l'apport et l'intégration de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui va bouleverser notre quotidien. C'est ce qui a marqué tout 2023 d'ailleurs. ChatGPT, on a vraiment réalisé l'émergence de ChatGPT, je me rappelle, fin 2022, mais tout début 2023, et ça s'est encore perfectionné depuis. Tout à fait, je pense que notre quotidien sera bouleversé. Depuis les chaînes de production, de montage, jusqu'aux applis de consommation. C'est une tendance qui va rester aussi bien en 2024, mais aussi au-delà. Et puis je finirai par une troisième qui pour moi est essentielle, c'est ce phénomène de démondialisation en réalité, de relocalisation des industries. Évidemment sur l'enjeu du climat, sur l'enjeu du carbone. Il est maintenant plus tolérable, plus possible qu'un produit fasse 3 fois le tour du monde avant qu'il soit consommé dans un endroit bien précis. Les consommateurs ne veulent plus de ça, quoi. De moins en moins en tout cas. Donc ces trois tendances en fait nous animent chez Siena IM pour construire des produits à destination de nos clientèles. Bien, alors on va parler de vos scénarios macroéconomiques, scénarios de taux aussi, de taux des banques centrales en 2024. Début 2023, vous le disiez tout à l'heure dans la partie précédente, tout le monde disait qu'il va y avoir une récession, finalement elle n'est jamais arrivée. Qu'est-ce que vous nous dites maintenant, début 2024? Alors, notre scénario économique privilégie un ralentissement modéré de l'activité, modéré de croissance, et puis en associant une décrue lente mais certaine de l'inflation. On pense que l'inflation, la cible des 2%, tant décriée par les marchés, mais appelée par les banques centrales, sera atteinte en fin d'année. Je le rappelle, c'est 2%, peut-être un peu avant, au T3. Ce scénario-là, il est plus optimiste que le consensus. D'accord. Donc vous restez plus optimiste que les autres. Oui. En 2024 aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on pense que la baisse des coûts des entrants, notamment la baisse des matières premières, de l'énergie, des matières agricoles, des métaux ferreux également, toutes ces baisses des matières premières permettront aux entreprises de conserver des marges tout à fait acceptables et de publier tout au long de l'année
des résultats tout à fait satisfaisants. Ça, D'accord. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans une période de baisse de l'inflation, on aura en face de ça des négociations d'augmentation de salaire qui vont arriver entre maintenant et le mois de juin à peu près, et qui vont certainement apporter du pouvoir d'achat supplémentaire aux consommateurs. Et donc vous avez comme ça une économie qui risque d'être soutenue à la fois du côté des entreprises, mais aussi des consommateurs. Donc on pense que finalement la croissance de 2024 devrait être à peu près identique à celle de 2023, mais je le rappelle, c'est un positionnement un peu plus optimiste que n'est le consensus aujourd'hui. Vous voulez dire un petit mot de la Chine aussi, il me semble? Oui, la Chine, dans cet environnement-là, devrait ressembler aussi à 2023, malheureusement, pour les raisons que j'ai évoquées. Donc ça va rester terne du côté de la Chine, il n'y a pas grand-chose à en attendre. Sauf, peut-être, la lueur d'espoir, ce serait que le gouvernement chinois mette en place un plan de soutien, un plan de relance à destination de sa population locale, de manière à soutenir son économie. Il faudrait le faire aussi un peu avec une baisse des taux pour soutenir un peu le crédit. Mais ça pourrait être un bon challenger, je dirais, pour 2024, la Chine. Alors voilà pour le cadre macroéconomique de 2024. On va maintenant passer aux différentes classes d'actifs. Qu'est-ce que l'on peut attendre justement, à commencer par les obligations? Qu'est-ce qu'on peut attendre des obligations en 2024? Alors les obligations, on en a depuis un certain temps dans les portefeuilles, dans nos allocations. On continue de les porter. On aime les obligations, que ce soit des obligations d'État ou des obligations d'entreprise. D'accord. Pourquoi on aime les obligations? Parce que, évidemment, si le scénario de baisse des taux directeurs des banques centrales qui devrait arriver cette année se met réellement en place, ça permettra de soutenir la valorisation des obligations. Voilà. Et quand puis, les taux baissent, la valeur des obligations tout remonte. à fait. D'accord. Tout à fait. Et si vous associez cette partie-là à un bon niveau de coupon, en réalité, vous obtenez globalement une classe d'actifs qui est attractive, D'accord. qui répond aux objectifs de rendement, mais aussi de stabilité d'une allocation ou même d'une épargne. D'accord. Donc on aime les obligations, on ne prévoit pas de choc systémique dans les obligations. Le point de vigilance pour nous, c'est plutôt sur les bilans bancaires cette année, où on pourrait observer une augmentation du coût du risque en raison des différents financements que les banques ont fait ces dernières années, notamment sur le secteur immobilier. Attention aux obligations émises par les banques, c'est ça? Non, je dis attention à l'augmentation du coût du risque dans les bilans bancaires. Oui. Pour autant, les banques restent solides. On l'a vu avec l'exemple de l'année dernière, les faillites Crédit Suisse et autres ont montré que le système était extrêmement solide aujourd'hui. D'accord. Mais pour rester sur les obligations, le choix entre le souverain, le corporate, et dans le corporate, le high yield, l'investment grade. Alors, on aime un peu toutes les sous-classes d'actifs, si je puis dire, voilà, exactement. On a une préférence pour les obligations d'État et les obligations d'entreprise bien notées, encore une fois, mais on ne s'interdit pas… Donc l'investment grade. L'investment grade. La qualité, ce qu'on appelle la qualité. Tout à fait. Mais on ne s'interdit pas non plus d'aller sur des segments de marché un peu plus risqués, dits un peu plus risqués, parce qu'encore une fois, on n'anticipe pas de choc systémique en 2024. Donc, le rendement procuré par ces classes d'actifs permettra d'apporter un surcroît de performance, un surcroît de rendement dans nos allocations. Donc le high yield, on peut encore y aller de façon mesurée. Et pas exclu. Pas exclu. Sur certains profils, encore une fois, sur certaines thématiques, etc. Vous n'attendez pas une déferlante de défauts, c'est ça en fait? Pas du tout. D'accord. Vous vouliez nous parler aussi de l'obligataire émergent? Oui, alors en quelques mots, effectivement, on a le temps, si le mécanisme de baisse des taux aux États-Unis se met en place, effectivement, l'attractivité sur l'actif dollar sera un petit peu moins fort. Et en règle générale, historiquement, il apparaît que la dette émergente est une excellente alternative, une excellente diversification dans son allocation. C'est quelque chose que nous regardons de près. On vient de parler des obligations. Avant de parler des actions, le monétaire quand même. Ça a été quelque chose de fort en 2023, compte tenu du niveau des taux d'intérêt. Ça vaudra toujours le coup d'en faire du monétaire en 2024? Oui, je pense que oui. Le monétaire, attention, est une classe d'actifs très très intéressante. Ça faisait plus de 10 ans qu'on n'avait pas connu des niveaux de rendement aussi élevés sur le monétaire. Ça rapportait du combien? Du 4? En 2023, vous êtes un peu optimiste, mais en 2023, on est plutôt autour de 3,2, 3,3%. Très bien. Mais avec des actifs quasiment sans risque. Donc je dirais que pour ceux qui en ont
on peut le conserver. Hein, et pour ceux qui n'en ont pas, peuvent en acheter en attendant de trouver d'autres opportunités prendre le train en sur marche. d'autres classes d'actifs au cours de l'année 2024. Alors, les actions, David, quelle thématique, quelle zone géographique favoriser cette année? Alors, je dirais, on aime toutes les actions. D'accord. Voilà. Même Mais les c'est vrai que chinoises, même les chinoises. C'est un cas particulier, potentiellement peut-être. les chinoises, D'accord. potentiellement. On attend quelques éléments. D'accord. Mais je dirais qu'on aime toutes les actions parce que, effectivement, dans un scénario de croissance un peu molle, les valeurs de croissance, justement, vont être à nouveau recherchées, D'accord. même si les valorisations sont un peu plus Eh élevées. Surtout les 7 magnifiques américaines. Surtout les médecins Ouais. magnifiques américaines. Ouais. Mais on pense globalement que le secteur de la technologie, des semi-conducteurs, etc., devrait rester porteur sur D'accord. l'année 2024. Ça, c'est le premier thème. Évidemment, à côté de ça, on reste convaincu qu'un certain nombre de valeurs, dites plus décotées, représentent des opportunités dans des secteurs plus traditionnels. Je peux prendre l'exemple par exemple de l'hôtellerie, avec l'arrivée des Jeux Olympiques en France cet été. Je peux vous parler de la chimie qui a beaucoup baissé en vrai. 2023, ou encore de l'immobilier qui D'accord. pourrait être un point d'inflexion pour les secteurs. Il n'est pas trop tôt là pour revenir sur les. 2024. C'est les foncières, les foncières cotées. Ouais, et ça pourrait être un point d'inflexion justement D'accord. pour 2024. D'accord. Donc voilà, tous ces secteurs-là paraissent attractifs aussi et pourraient représenter voilà, une autre composante de nos portefeuilles. On a l'envie en ce début 2024 d'avoir des portefeuilles très équilibrés en termes de style et puis en termes de zone géographique, ça j'imagine que vous l'avez compris. Et autre chose que je voulais vous demander, oui, géographie justement. Alors, il y a toujours ce fameux match action américaine, action européenne. Vous êtes pour les deux ou On a les deux. On a des deux qui vous On plaît a des davantage. deux. Je vais vous expliquer pourquoi. On pense que la partie croissance viendra davantage des États-Unis, donc on n'a pas envie Encore et de toujours. s'en priver. D'accord. Voilà. Mais pour des raisons de valorisation, les marchés européens sont historiquement très peu valorisés. Et donc on a envie aussi de détenir des actifs européens. Même si l'économie est moins florissante. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Voilà. Mmh. Peut-être je pourrais rajouter en conclusion, Oui. pour les plus audacieux, pour les plus curieux, si je puis dire, un petit retour sur les small et mid cap, Oui, c'est vrai. qui a beaucoup baissé ces dernières Ça années, fait quelques années déjà. en lien Ouais. avec l'augmentation des taux directeurs. Ouais. Mais encore une fois, si le scénario de baisse des taux venait à se produire en 2024, alors les mid et small cap pourraient être un bon challenger et un bon performeur, j'allais dire, pour l'année. Eh bien, écoutez, on verra si 2024 est l'année du réveil des small et mid caps. Merci beaucoup, David Taïeb. Merci Vincent. D'avoir été avec nous pour ce coup d'œil dans le rétroviseur de 2023 et ses perspectives 2024. Au revoir. Au revoir. Allez, comme promis dans ce webinaire Siena IM Malakoff Humanis, on vous retrouve Xavier Collot, Olivier Della Santina pour évoquer les grands sujets, vos grands enjeux communs en 2024. On va notamment parler des conséquences pour vous de l'ANI, l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, et de la loi Industrie verte dont on parle de plus en plus. Olivier, première question pour vous. Quelles sont les opportunités que vous voyez pour Malakoff Humanis en 2024? Alors 2024, c'est une année très importante pour le groupe MH. D'abord, je vais rappeler qu'on a un programme très ambitieux de développement en épargne qui devrait nous permettre, c'est en tout cas l'ambition, de quadrupler notre chiffre d'affaires à horizon 2030. 2024, c'est une année charnière pour nous puisque c'est une année au cours de laquelle on va complètement revoir notre offre de produits. On va utiliser de nouveaux outils, de nouveaux espaces, de nouveaux parcours de vente pour nos commerciaux et de nouveaux espaces digitalisés pour nos clients, entreprises et individuels vont arriver. Donc c'est une année extrêmement importante de ce point de vue-là. Et il faut noter que nous avons pour atteindre ces objectifs une stratégie de développement qui est multicanal et qui concerne tous les segments d'entreprise avec un focus particulier sur les entreprises de taille moyenne, des TPE jusqu'aux ETI. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a un portefeuille de très grands clients essentiellement, en particulier en épargne salariale, et qu'on souhaite se renforcer, se diversifier sur le segment des entreprises de taille un peu plus petite. Ça tombe bien, en 2024, il y a une loi effectivement qui tombe comme une opportunité pour nous, c'est l'ANI, qui va, et vous le savez,
encourager les dispositifs d'épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc on a ici devant nous une opportunité qui est en pleine cohérence avec notre ambition. C'est un enjeu très fort pour nous pour 2024. Et puis, c'est une autre chose très importante de l'année à venir, la loi Industrie verte, on en a déjà parlé, qui sera pour nous une occasion évidemment de revenir vers nos clients avec des solutions, là encore, adaptées. Alors justement, Xavier Collot, parlons de cette loi Industrie verte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'elle prévoit dans ces grandes lignes ? Alors, la philosophie de la loi Industrie verte, avant toute chose, c'est de flécher l'épargne vers l'économie productive. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, de favoriser à travers cette épargne la transition énergétique dont les entreprises ont besoin pour s'inscrire dans une trajectoire climat, bien entendu, qui est importante, sur laquelle nous avons signé des accords de Paris avec un horizon de réduire significativement l'empreinte carbone. Pour ça, cette loi s'inscrit dans cette capacité d'offrir dans les dispositifs d'épargne, les solutions d'entreprise, dispositifs d'épargne, retraite, assurance vie, la possibilité d'offrir des solutions d'investissement qui vont allier des actifs privés, des actifs non cotés, à travers ce qu'on appelle du capital investissement, de la dette privée. Donc c'est ni plus ni moins ça, ce volet qui concerne l'épargne. Alors, je ne veux pas être réducteur, bien entendu, on attend encore un certain nombre de précisions à travers les décrets d'application qui sont prochainement promulgués. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle rentre en vigueur au 1er octobre 2024. C'est-à-dire que les solutions d'épargne devront offrir un minimum de socle, de solutions à travers des nouvelles gestions pilotées, des gestions pilotées qui intégreront des produits favorisant le financement de l'économie productive et réelle à travers une brique de gestion dite non cotée, d'actifs privés, bien entendu. Et donc, on va essayer d'y répondre au mieux, bien entendu, avec notre partenaire Malakoff, en proposant des solutions, soit hybrides, c'est-à-dire qui vont associer des actifs cotés et des actifs non cotés, permettant d'offrir quand même la liquidité pour l'ensemble des investisseurs, porteurs de parts, épargnants, c'est important, mais également des solutions plus dans le capital investissement, à travers le bas carbone, la transition énergétique, favorisant le financement de l'économie des PME, des ETI. C'est un élément clé également, puisque l'idée, c'est de favoriser le fléchage de cette épargne pour financer cette transition. Mais l'épargnant ne sera pas en reste. L'idée, ce n'est pas d'utiliser son épargne pour financer que l'économie, c'est aussi réconcilier le besoin de rendement de l'épargnant pour se fabriquer un capital supplémentaire pour la retraite, bien entendu. Donc, c'est gagnant-gagnant, aussi bien pour l'épargnant que pour l'économie. Très bien. Olivier, on en vient à votre partenariat avec Sienna IM. Quelles initiatives avez-vous développées autour de votre ADN commun ? Oui, alors on a dit qu'on avait un ADN commun et oui. on a essayé de travailler en priorité au lancement de ce partenariat sur un sujet qui aujourd'hui est plutôt délaissé par le marché, c'est le sujet du S. Dans ESG, on entend beaucoup parler du E. Le S, c'est un sujet qui a été assez peu travaillé. Or, c'est précisément un marqueur très fort pour Malakoff Humanis qui est très présent sur ces sujets et en particulier sur les sujets de handicap, de parité par exemple. Et donc on s'est dit on va essayer de lancer l'initiative dans le cadre de notre partenariat sur ce sujet-là. C'est ce qu'on a fait. Donc on a proposé dans l'ensemble de nos grilles en retraite un produit que nous trouvons extrêmement habile qui combine un fonds de dette privée et des actifs cotés. Et le fonds de dette privée, l'idée sous-jacente c'est d'avoir un fonds à impact. Et comment on va avoir de l'impact en dette privée ? Eh bien, on va financer des entreprises qui vont s'engager sur une trajectoire vertueuse sur les thèmes qu'on a choisis. En l'occurrence, j'en ai cité deux, le handicap, la parité, mais aussi l'inclusion des seniors notamment, et d'autres thèmes si l'opportunité se présente. En tout cas, ces entreprises s'engagent sur une trajectoire vertueuse, et si elles respectent leurs engagements, au bout du compte, elles auront un taux d'intérêt réduit par le prêteur, c'est-à-dire nous, puisqu'elles auront été vertueuses. Donc c'est une excellente façon de faire de l'impact et de concilier pour nous un produit performant, puisqu'il se trouve que la dette privée aujourd'hui est un produit très performant, de la performance, de l'impact et de la cohérence avec nos valeurs. Donc c'est un excellent exemple qu'on a pu déployer de notre partenariat ces dernières années. Et ce fonds s'appelle Sienna Obligations Impact Social, ISR, hein, c'est ça Xavier ? Le fonds dont a parlé Olivier s'appelle Sienna Impact Social, qui est un fonds réservé au monde institutionnel. Et
il est prévu également pour l'ensemble du pôle épargne un fonds qui s'appelle Siena Obligations Impact Social, qui respecte exactement les mêmes critères de sélectivité à travers ces critères du S social-sociétal. Alors justement Xavier, quelles sont les autres initiatives à venir dans ce domaine? Alors on travaille sur une initiative importante, c'est du financement de crédits non cotés à destination du marché des PME-ETI. Juste rappeler un petit chiffre, puisque nous sommes financeurs de l'économie réelle à travers du crédit privé, ce qu'on appelle la dette privée. Aujourd'hui, nous avons financé plus de 1000 entreprises chez Siena sur l'ensemble du territoire français géographique. Donc c'est quand même un élément important. Et cette dette, c'est un levier de développement pour les entreprises significatif, bien entendu. Et donc, on est en train de construire une initiative commune, Malakoff Humanis et Siena IM, autour d'un fonds qui aura pour vocation de financer les grands bassins de nos territoires à travers du financement de crédit, parce qu'on sait que beaucoup d'entreprises ont besoin de ces ressources pour se développer, à travers, bien entendu, toujours l'intégration de critères ESG qui sont, encore une fois, vous avez bien compris, l'ADN partagé de nos deux groupes. Et donc, nous travaillons en ce moment sur cet aspect-là, un fonds qui verra le jour très prochainement et qui se retrouvera aussi dans le volet épargne. Donc de nombreuses nouveautés en perspective en 2024, aussi bien du côté de Siena IM que de Malakoff Humanis. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce webinaire. Xavier Collot, directeur général de l'expertise gestion côté de Siena IM, et merci Olivier Della Santina de Malakoff Humanis. Vous êtes directeur des marchés épargne et sur mesure, prévoyance santé du groupe, et on remercie bien entendu David Taïeb qui était avec nous tout à l'heure pour toute la partie macroéconomie marché. David qui est directeur des investissements de l'expertise en gestion côté de Siena IM. Voilà, merci de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire.